Mesdames et messieurs, bonsoir. Toujours un plaisir de vous retrouver sur vos petits écrans les jeudis pour le rendez-vous des geeks et amateurs de numérique. Le récap de l'émission du jour dans un instant. À suivre ce soir, Malicar, une plateforme de digitalisation du secteur de l'automobile. Cette application permet d'avoir accès à toutes les offres automobiles, de se renseigner sur les prix des pièces de rechange, le tout couronné d'un système de géolocalisation des garages à proximité. Les détails à suivre. En avant ce soir, 3 entreprises digitales, Applica Technologies, Fidélité et Geotrack, toutes issues de la collaboration entre plusieurs associés, tous passionnés de numérique. L'un des patrons des startups sera avec nous tout à l'heure. On en a tous marre de voir la qualité de nos photos dégradées après les avoir envoyées sur WhatsApp. L'actu d'aujourd'hui réjouira plus d'un et beaucoup seront aux anges surtout. L'application mobile multiplateforme qui fournit un système de messagerie instantanée a annoncé le déploiement mondial au cours des prochaines semaines d'une fonctionnalité d'envoi des photos en haute résolution. La fonctionnalité est incluse dans la dernière mise à jour du réseau social. Tous les détails du fonctionnement de cette mise à jour tout de suite dans l'actu. La fonctionnalité d'envoi des fichiers en haute résolution a été annoncée par le patron du réseau social Mark Zuckerberg. D'un côté, il sera possible d'envoyer vos photos en qualité standard. Ce mode sera sélectionné par défaut pour assurer un partage rapide. D'un autre côté, vous pourrez transférer vos clichés en haute résolution. Le tout est toujours protégé par du chiffrement de bout en bout. En d'autres termes, le fichier sera toujours protégé. La fonctionnalité est intégrée à l'interface globale et le partage de photos en HD sur WhatsApp prend la forme d'un nouvel icône. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Une fois dans la conversation, vous touchez l'appareil photo en bas à droite. En bas à gauche, appuyez sur l'icône de photographie pour afficher les clichés présents sur le smartphone. Sélectionnez celui que vous voulez partager. Touchez l'icône HD en haut. Un pop-up s'affiche avec 2 choix. Cochez qualité HD. Il s'agit de la qualité d'origine de la photo. Validez avec terminé. Ajoutez une légende si vous le souhaitez et envoyez la photo comme d'habitude en appuyant sur la flèche verte en bas à droite. Dans la conversation, les photos envoyées en qualité d'origine portent la mention HD en bas à gauche. Tout comme l'ensemble des messages et fichiers circulant sur WhatsApp, les clichés HD sont protégés par un chiffrage de bout en bout. Dans son annonce, WhatsApp précise « Pour les images reçues avec une faible bande passante, il sera ensuite possible de choisir, image par image, de conserver la version standard ou de l'enregistrer en haute définition, histoire de laisser une marge de manœuvre au destinataire de la photo. » WhatsApp précise enfin que le partage de vidéos haute définition sera quant à lui bientôt disponible, sans donner plus de détails temporels. L'automobile est ce domaine aujourd'hui indissociable à notre société. De nos jours, tout le monde se déplace d'un point A à un point B. L'envie d'avoir une voiture croît tous les jours en chaque être, sauf qu'au Mali, les concessionnaires officiels n'étant pas actifs, la plupart des acheteurs s'adressent à des démarcheurs. Un système qui leur draine plus d'argent qu'il n'en faut. Des jeunes ont alors eu une idée d'application nommée Malika qu'ils ont développée en start-up. Sa mission, lutter contre l'escroquerie et en même temps rendre facile l'accès aux voitures et pièces automobiles. Le développement, c'est tout de suite. Tout le monde veut une voiture. Grosse ou petite, luxueux ou standard, l'important c'est d'en avoir à des prix raisonnables et sans surenchère. Et c'est là, cette équipe l'a compris. Installée dans un local stratégique pouvant leur assurer des précieux partenaires, l'équipe de Malicar est au travail. Société opérant en premier lieu dans les services informatiques, elle développe une application qui va sûrement révolutionner le marché auto au Mali. Nous sommes plus spécialisés dans les prestations dans le cadre de l'informatique. Nous vendons des matériels de bureau, nous faisons des sites web, des applications, des mails propos des entreprises. Au sein de l'entreprise, nous avons déjà 2 activités vraiment phares. Nous avons notamment le produit Gesta Plus, qui est un logiciel de gestion de stock et de vente. Nous travaillons sur ça et nous avons aussi le produit Malicar. Malicar,
C'est une application mobile qui digitalise carrément le domaine de l'automobile. Donc, grâce à l'application, vous pouvez acheter une voiture, louer une voiture, acheter des pièces de rechange et plein d'autres choses. Dit comme ça, c'est plutôt simple. Mais cette application vient de loin d'après l'histoire racontée par le directeur de la société. L'idée, c'était que c'est nous-mêmes qui nous déplaçons pour aller prendre les différentes informations chez les clients. Maintenant, après, nous avons vu que c'est une tâche vraiment colossale. Donc, ce que nous avons mis en place dans la version 2.0 de l'application, c'est de permettre aux clients eux-mêmes de publier directement leur véhicule. Donc, on a créé un compte entreprise avec, pour les identifier en fait, parce que c'est important d'identifier chaque personne qui publie un véhicule afin de donner des bons services aux clients. Donc, lorsque le compte a été vérifié et validé, l'entreprise en question peut poster ses véhicules. Une fois que ces véhicules sont postés, ils sont validés directement par nos services. Un utilisateur de l'application qui voit le véhicule, s'il est intéressé, il peut soit contacter directement le propriétaire en passant par un appel téléphonique, appel WhatsApp ou bien en localisant depuis l'application le parking, l'entreprise concernée et se diriger directement vers l'entreprise. Tout cela se passe directement depuis l'application. Aimer une voiture et l'acheter n'est que la partie facile pour les détenteurs, car l'entretien de cette dernière n'est pas une partie de plaisir. Trouver des pièces de rechange devient parfois pour les automobilistes une chasse au trésor. Malikar s'est alors donné pour objectif d'apporter de la solution à toute escroquerie qui pourrait gangréner le secteur automobile, autant au niveau de l'achat qu'au niveau des pièces. L'objectif que nous avons, c'est de permettre déjà aux vendeurs de voitures de couler facilement leurs produits sans passer par des intermédiaires en fait. L'objectif, c'est de permettre aussi aux clients d'avoir facilement des véhicules, d'avoir des pièces de rechange à des prix concurrentiels du marché. Nous mettons le client et des dizaines d'entreprises de vente de voitures, de vente de pièces de rechange en contact afin que le client puisse avoir son pièce le plus vite possible et à un prix concurrentiel du marché. En plus de faciliter l'interaction entre le client et le vendeur, Malikar offre aussi un autre service comme la proposition de mécaniciens aux environs de votre position. Contactez des mécaniciens pour vous dépanner ou juste la suggestion de mécaniciens experts dans la réparation de votre marque de véhicule. Donc, c'est-à-dire que vous sortez quelque part, vous sortez la nuit par exemple, vous tombez en panne quelque part, que ce soit la nuit, dans la journée, vous pouvez rentrer dans la plateforme pour voir le garage le plus proche et qui est spécialisé dans la réparation de votre voiture en fait. Donc c'est ce que la plateforme fait. Et il vous permet vous pouvez les contacter directement pour qu'ils viennent vous dépanner. Innovant de par ce qu'il apporte dans le secteur automobile, Malikar fait même réagir ses partenaires et c'est là de façon positive. La plateforme Malikar rapporte beaucoup de trucs dans la société, ça crée des emplois et ça permet la communication de nos produits. Il y a peu de clients mais ça va venir avec ça. Comme c'est une nouvelle plateforme, on espère que beaucoup de nos clients y seront. Entreprendre signifie apporter des solutions à un besoin. Malikar débute certes, mais est bien prometteur. L'utilisation de cette application réduirait beaucoup de pertes d'argent et stimulera aussi l'industrie automobile malienne. Ibrahima Diarra est l'invité de Malinov ce soir. Docteur en économie, sa passion pour le digital l'a amené à entreprendre dans ce domaine. Ainsi, avec ses associés, ils ont à leur actif 3 entreprises, toutes dans le digital. Les spécificités de ces entreprises ainsi que leurs offres innovantes en seront au menu des échanges avec l'invité. A tout de suite. Bonsoir Monsieur Diarra. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malinov. Merci pour l'invitation. Je le disais tantôt en vous annonçant que vous êtes docteur en économie. Donc, on va d'abord parler de ce parcours de financier que vous avez. Alors, mon parcours, il est assez standard. J'ai fait mes études primaires jusqu'au bac, ici, au Mali. Et puis après, donc, je suis parti en Algérie, après l'obtention d'une bourse. Et par la suite, j'ai continué en France pour faire le master et le doctorat. D'accord. Donc, après le doctorat en économie, j'ai intégré la Banque mondiale à travers un programme de jeunes économistes qui est destiné aux ressortissants africains. Et maintenant, je suis au programme alimentaire mondial en tant qu'économiste. Vous êtes au programme alimentaire mondial actuellement, notamment dans un pays spécifique, oui, l'Italie. En Italie, dont le siège est basé à Rome. Ok, d'accord. Oui. Alors, de ce parcours d'économiste couronné par un doctorat,
Comment est-ce que vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat qui est dans un autre domaine, notamment le domaine du digital? Comment est-ce que, de par votre parcours, vous avez expliqué, vous n'avez aucune formation en numérique. Donc, comment est-ce que vous vous lancez dans le domaine? Je pense que... Alors, l'entrepreneuriat, déjà, je l'ai commencé avant de commencer ma thèse de doctorat. Donc, juste après le master, voilà, avec quelques amis d'ailleurs de master, donc on avait commencé à mettre en place quelques projets. Et naturellement, j'ai toujours en fait été passionné par le numérique. Mais il faut savoir aussi que quand on fait un doctorat, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de similaire. Pourquoi? Parce qu'au final, les deux sont la résolution des problèmes. Alors, votre première entreprise, c'est Applica. Ouais. Il s'agit de combien d'associés qui se sont réunis pour créer Applica? C'était en quelle année? Alors, aujourd'hui, on a 9 en tout au sein de l'entreprise. Donc, Applica Technologie, donc Applica pour application mobile web, et technologie parce qu'on évolue dans le domaine technologique. Et il faut savoir que donc, les 9 ne sont pas forcément associés sur la même solution. Et Applica, elle est spécialisée dans la transformation digitale. La transformation digitale et surtout faciliter l'adoption du numérique, justement à travers le développement des solutions digitales qui répondent chacune à des besoins spécifiques. Il s'agit de quel type de solution? Alors, la solution, quand on dit digitale, naturellement, on pense tout de suite à l'application. Voilà. Donc, la plupart de nos solutions sont orientées dans ce sens-là, donc applicatifs. De façon générale, donc, ce sont des applications ou des systèmes sous forme de logiciels voilà, donc, qu'on développe et qui répondent à des besoins au départ physiques, mais qu'on essaie de digitaliser. Dans l'entreprise, vous avez parmi vos 9 personnes, vous qui êtes financier, on retrouve aussi des techniciens, mais est-ce qu'il y a d'autres profils? Il y a d'autres profils. Il faut savoir que dans l'équipe, de façon générale, pour une start-up, on a besoin, surtout dans le domaine de la technologie, on a besoin de 2 types de profils. Technique, business. Voilà. Donc, nous, au sein de Applica, donc, c'est toutes les solutions qu'on développe et qui ont pour vocation par la suite, on va peut-être en parler, de devenir des start-up. Donc, dans chaque équipe, on a ces 2 profils-là. Vous, au sein de Applica, vous développez des solutions, mais c'est des solutions que vous orientez vers une voie d'entreprise propre à elle. Maintenant, pourquoi le choix de prendre des solutions et d'en faire des entreprises, au lieu d'en faire des solutions qui sont utilisées dans l'entreprise mère à la base? Ça, c'est la première. Et ensuite, vous parlez d'un système comme quoi vous avez un système d'actionnariat ouvert. Oui. Donc, pourquoi ce type de système? Alors, déjà, l'approche qu'on a, c'est pour s'adapter au contexte. D'accord. Donc, Applica Technologie, c'est comme la société mère. Donc, quand on a une idée, généralement, bon, on peut commencer avec l'idée, donc constituer l'équipe, prendre des bureaux, des locaux. Donc, tout ça, c'est des coûts. Donc, nous, la façon, on va dire, optimale et moins coûteuse qu'on avait trouvée, c'est que Applica va servir de générateur d'idées, donc, et puis d'accompagnateur en quelque sorte, jusqu'à ce qu'on ait un prototype. Et au moment où on a un prototype et que les équipes, déjà le projet en question est testé, approuvé par les marchés, une première équipe est mise en place et ça se détache pour devenir une start-up. Donc actuellement, on a 2 solutions qui sont à cette phase-là. Donc ça, c'est l'approche. Voilà. OK. Et donc, pourquoi le système de l'actionnariat alors? Alors, actionnariat, parce que quand on commence au début, en tout cas, si on veut constituer une très bonne équipe, ce n'est pas l'argent qui va en fait venir le profil nécessaire, en tout cas qu'il faut. Ce qui va certainement les intéresser, c'est l'actionnariat. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle les premières personnes qui vont arriver, qui sont des personnes clés pour porter le projet, forcément, il faut leur donner des actions. Et ça, cette approche, il faut la continuer jusqu'à ce qu'on ait tous les profils clés pour l'équipe de base en fait, qui va porter la start-up dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tout de suite, vous étiez en train de parler de vos solutions qui sont en quelque sorte axées entreprise. On a une première qui est une carte de fidélité que vous avez nommée Fidelity. Donc, en quoi consiste cette carte de fidélité? C'est une application qu'on peut télécharger sur le téléphone. Et avec cette application-là, on peut profiter de tous les avantages accordés par les entreprises dans le cadre de leur programme de fidélité. Et parmi ces avantages-là, on a par exemple les promotions,
les bons d'achat, les remises ou les réductions qui sont faites généralement quand on fait les achats dans les supermarchés, les restaurants, les boutiques, les stations de service. Donc ça, c'est d'une part. Mais l'innovation de Fidelity, c'est surtout l'unicité. C'est-à-dire qu'avec une seule application, on peut profiter. On a une carte de fidélité qui est valable partout où on va. D'accord. C'est ça l'innovation majeure. Ce n'est pas uniquement de passer de la carte de fidélité physique à la carte de fidélité digitale, mais d'avoir quelque chose qui est unique et valable partout où on passe. Donc, côté entreprise, c'est beaucoup plus simple parce qu'elles n'ont pas à imprimer du coup ces cartes physiques, de fidélité physique. Donc, elles ont une interface qui leur permet de créer des programmes de fidélité de façon spécifique comme elles veulent que ça fonctionne. Donc, si je comprends bien, est-ce que là, une entreprise qui a ses clients qui viennent fréquemment acheter, qui sont fidèles à ses produits ou services, on va dire ça, donc quand le client vient, c'est que ce client installe l'application? Alors, il y a différentes façons. Il faut prendre en compte le contexte. Ok. Voilà. Donc, le process normal, effectivement, c'est qu'en tant que client, par exemple, quelqu'un qui va faire ses achats dans un supermarché, tu peux télécharger l'application Fidelity. Et une fois que tu es là-bas, donc, si le supermarché est partenaire de Fidelity, c'est-à-dire utilise Fidelity, tu te présentes, tu as un code unique, tu donnes ça et puis tu profites des avantages. Tu bénéficies des réductions automatiquement. D'accord. Mais tu peux aussi ne pas avoir téléchargé au départ l'application. Tu te présentes, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas forcément que ça existe. Ils vont découvrir quand ils vont arriver dans les supermarchés. Même si tu n'as pas de téléphone, le supermarché peut t'enregistrer dans la base de données à partir de son interface à lui. Et tu auras aussi les avantages. Dans certains moments, il y a des entreprises qui font des réductions pour leurs clients qui sont fidèles. Mais ce n'est pas toujours qu'il y a des réductions. Ce n'est pas toujours, voilà. Donc, ce n'est pas toujours, c'est parce que les programmes de fidélité, effectivement, ont des durées de validité. Donc, on peut lancer, par exemple, une campagne de promotion sur 1 semaine ou 2 semaines maximum. D'accord. Donc, c'est là où c'est intéressant parce que si tu as l'application, tu peux voir toutes les promotions qui sont en cours. Donc, ça signale qu'il y a une promotion en cours. Oui. Effectivement. Donc, à chaque fois que l'entreprise partenaire va lancer une promotion, tu auras cette information sur ton application. À côté de Fidelity, on a Geotrack. Oui, alors Geotrack, oui, qui est, on va dire, dans un domaine complètement différent. Oui, qui est dans la sécurité. Qui est dans la sécurité, effectivement. Geotrack, c'est 2 mots. Geo pour géolocalisation et track pour tracking, c'est-à-dire le traçage. OK. Donc, ça, c'est effectivement axé sur la sécurité et plus précisément, c'est une plateforme qui permet aux gens de déclarer la perte d'un objet. Par exemple, quand on perd un document administratif, passeport, carte d'identité ou même un véhicule, une moto, donc de faire une déclaration de perte et à partir d'un formulaire digital, donc c'est en moins d'1 minute, on fait la déclaration de perte avec les informations qui permettent d'identifier l'objet en question. Et une fois que l'objet est trouvé, la personne va recevoir un message ou une notification l'informant que l'objet a été retrouvé. Donc, Geotrack, ce n'est pas forcément pour les particuliers. Non, c'est vraiment pour tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde, y compris même les autorités, parce qu'on est actuellement en discussion avec les autorités de la police, parce que c'est un outil qui peut aussi être utile pour eux. Ça veut dire, pour le moment, peut-être que ce n'est pas par exemple, les forces de l'ordre, la police n'utilisent pas forcément votre application. Maintenant, quand on a une perte, une moto qui se perd, une voiture qui se perd, normalement, c'est la police qui est censée faire les enquêtes. Mais si eux, ils n'utilisent pas l'application, comment est-ce que moi, je vais sur l'application signaler qu'il y a eu cas de perte et comment est-ce qu'eux, ils ont cette information, qu'ils font l'enquête et qu'après, ils m'envoient une notification pour dire que ça a été retrouvé ou pas? Donc, pour comprendre ça, partons de comment ça fonctionne actuellement. D'accord. Actuellement, quand on perd un objet, que ce soit une moto, donc pour reprendre ton exemple, qu'est-ce qu'on fait? On part faire la déclaration au commissariat de compte et de police. Sauf que, alors, déjà, généralement, c'est pas quand on fait la déclaration, c'est là où on a fait la déclaration que ce commissariat est informé, pas les autres. Donc, déjà, rien qu'à Bamako, il y a beaucoup de commissariats. Normalement, pour que tous ces commissariats soient informés, il faut passer un par un dans tous les commissariats. Donc, on imagine déjà que ça, ça fait du trajet. Voilà, c'est du travail. Oui. Et non seulement il faut faire ça, mais il faut faire un travail de suivi après. Pour le moment, les autorités policières n'utilisent pas la plateforme, mais on a déjà prévu le fait qu'elles vont avoir une interface
Donc, dès lors que quelqu'un va faire une déclaration, automatiquement, tous les commissariats ont l'info. Donc, toi, tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller faire une déclaration physique. D'accord. Donc, on y fait du porte-à-porte dans tous les commissariats. Donc, ce problème-là est déjà réglé. Mais même indépendamment de l'intervention des forces de sécurité, bien sûr, elles peuvent toujours mener leurs enquêtes. Dès lors que tu fais la déclaration, c'est visible par les autres. Moi, si par exemple, je veux acheter une moto, que ce soit neuve ou d'occasion, je peux consulter le répertoire des objets qui sont déclarés comme perdus et puis, voilà, quand même m'informer pour éviter certains risques après. Mais pour le moment, étant donné que ça, c'est une projection, pour le moment, comment ça se passe? Est-ce que pour le moment, il y a la possibilité de retrouver des objets disparus? Oui, beaucoup. En Et fait, comment? L'idée de Geotrack n'est pas partie de forces de sécurité. C'est parti d'un constat simple. Généralement, quand les gens perdent, par exemple, les motos sont retrouvées et on n'arrive pas à entrer en contact avec les propriétaires. D'accord. Et même si vous faites le tour, partez dans beaucoup de mairies, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de motos qui sont garées, ça fait des années, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à trouver les propriétaires. L'idée, en fait, est partie de là. Donc, ne serait-ce qu'avoir une plateforme qui répertorie tous les objets qui ont été retrouvés, on pourra facilement entrer en contact avec les gens qui ont perdu leurs objets. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, il s'agit d'une utilisation civile, où vous, en tant que civil, il y a un civil, moi, par exemple, qui ai perdu ma moto ou autre objet, je vais sur la plateforme, je déclare. Maintenant, vous, de passage un jour, vous vous retrouvez et vous notifiez que tel truc... Effectivement. Donc, on a des agents qui ne vont pas que les mairies, mais on a des partenaires, que ce soit mairie, en fait, tous les points d'influence, les administrations, banques, où les gens perdent généralement les objets. Les agents vont passer régulièrement pour relever les objets qui sont répertoriés. Et en fonction des déclarations qui sont faites, on essaie de faire un matching pour du coup alerter les gens qui ont perdu leurs objets. D'accord. Donc vous ne faites pas d'enquête pour savoir comment ça s'est perdu. Mais vous, la base, c'est pouvoir recueillir ceux qui disent j'ai perdu, recueillir d'autres qui disent bon, nous, on a retrouvé telle chose. On n'a pas besoin de faire d'enquête. On a besoin de s'assurer que tel objet qui a été déclaré perdu est vraiment tel objet. Donc il faut pouvoir identifier l'objet. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il est possible que quelqu'un perde un objet qu'il signale sur votre plateforme, mais malheureusement qu'il n'arrive plus à le retrouver? Oui, ça peut arriver. Donc, si... c'est déjà arrivé? Alors, tant que l'objet... Comment ça marche? Quand tu fais la déclaration, il faut attendre que la notification, le message vienne. Donc, tant qu'on ne reçoit pas de message disant que l'objet a été retrouvé, on peut ne pas retrouver. Mais ce n'est pas automatique dans ce cas? C'est pas automatique. Non, non, c'est pas automatique. Ça prend combien de temps, du coup? Ça dépend. Ça dépend vraiment. Donc, il y a des objets qu'on retrouve assez facilement, par exemple, les documents. Donc, même si la personne ne se rappelle pas exactement où elle a perdu la chose, donc ça peut être une question de jours. Pour d'autres, où c'est plus... En fait, l'objet, ce n'est pas une perte, mais c'est peut-être un vol, donc ça peut prendre du temps. Donc, mais une fois que je veux signaler que j'ai perdu quelque chose, une fois que je fais le message, parce que c'est par un message qu'on le fait, n'est-ce pas? Sur la plateforme qu'on signale. Sur la plateforme, il y a juste un formulaire à remplir. Et une fois que c'est validé, donc derrière, donc ça sera donc vérifié. Vous recevez automatiquement? Nous, on reçoit automatiquement. Nos équipes derrière vérifient déjà les informations qui sont renseignées pour s'assurer que c'est correct. Si ce n'est pas le cas, on entre en contact avec la personne pour qu'elle fasse de nouveau la déclaration. Et une fois que tout est bon, donc c'est validé. À ce moment-là, donc ça va dans les répertoires des objets perdus. Est-ce que depuis que vous avez mis en place la solution, vous avez pu retrouver des objets et tout? Évidemment. Donc, évidemment. Donc, on retrouve bien sûr pas mal d'objets. Je pense que là, au jour d'aujourd'hui, sur 100 objets, donc on arrive quand même à avoir entre 30 et 40. Quoi. Vous êtes un des actionnaires des 3 entreprises. Oui. Donc, qu'est-ce qui fait la force de Applica, de Fidélité et de Geotrack? Quelle est votre particularité surtout? Ma personne ou... Non, l'entreprise. Oui, okay. Les entreprises. Je pense que ce qui fait la force, je pense, c'est l'équipe et surtout une équipe diverse et avec une mentalité, on va dire, d'entrepreneur. Donc, c'est dire que ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, il y a des hauts et il y a des bas. Et toujours être en fait dans cette logique-là, si ça ne marche pas, on trouve une solution. On change éventuellement de direction
mais on continue toujours, quoi. D'accord. Alors, merci beaucoup, M. Diarra. Je rappelle que vous êtes Ibrahima Diarra, docteur en économie, cofondateur de Applica, Fidelity et Geotrack. Merci beaucoup et c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Netflix propose déjà depuis un certain temps une sélection de jeux vidéo à ses abonnés sans frais supplémentaires. Même si ce volet est relativement peu utilisé, la plateforme de streaming est bien décidée à venir se placer sur le marché du jeu vidéo. Tout récemment, la société a annoncé son intention d'étendre son offre de jeux aux téléviseurs, aux ordinateurs, en plus des dispositifs mobiles déjà pris en charge. Dans le cadre de cette phase expérimentale, Netflix la propose aux utilisateurs de jeux Oxenfree et Moloise Mining Adventure pour ceux qui accèdent aux jeux sur PC via navigateur. Les contrôles se feront via des entrées au clavier et à la souris. Cependant, le défi réside dans la création d'une expérience de contrôle pour les jeux sur téléviseur, car à l'heure actuelle, Netflix propose une comptabilité avec les smartphones. Le choix de Netflix de se lancer dans cette aventure est motivé par le désir de recueillir les commentaires de joueurs, en particulier concernant l'expérience utilisateur. La société souhaite sonder les préférences des joueurs et comprendre comment les jeux s'intègrent dans son écosystème de divertissement plus large. Netflix inaugure cette expansion en assurant la compatibilité avec certains dispositifs comme le Chromecast de Google, l'Amazon Fire TV ainsi que les téléviseurs Samsung et LG. De plus, il est important de souligner que l'initiative est pour le moment limitée au Canada et au Royaume-Uni. Il faudra donc attendre son arrivée dans le reste du monde pour savoir si la proposition de Netflix est un cloud gaming ou non. Affaire à suivre. La suite d'aujourd'hui a fait naître en nous un coup de cœur. Comme la France ou l'Italie, le Mali est également un pays où il y a de la romance. La personnalisation qu'on va vous faire part dans ce numéro est un partage de fond d'écran génial pour vous, la famille, les meilleurs amis et bien sûr les couples. Cette astuce n'a rien à voir avec le classique, il s'agit de réajustements à l'à peu près, donc plus de retouches filtrées, etc. Les détails avec Babi. Vous êtes amis de longue date, en couple ou simplement vous voulez partager un moment de famille avec tout le monde, il existe un moyen plus facile de pouvoir partager un fond d'écran avec la précision d'un robot. Tout d'abord, rendez-vous dans votre App Store et cherchez l'application Wallpaper Twins. Téléchargez-la et rendez-vous dans cette dernière. Une fois dedans, ce sera comme l'application Appareil photo. C'est surtout pour ceux qui veulent immortaliser un moment à l'instant T. Tout en bas, il y aura l'option personnaliser des fonds d'écran, selfie, fond d'écran gratuit et pour finir, les licences et contrats de l'application. Choisissez une option qui convient à votre moment ou émotion. Pour notre part, on va choisir l'option personnaliser un fond d'écran. Ajoutez une image tout en bas. Choisissez votre image. Vous serez alors de retour sur l'interface initiale. L'image sera répartie sur les écrans de 2 iPhones. Vous n'aurez qu'à bien les positionner et c'est bon. Vous cliquez sur Cut. Il y aura 2 touches partagées en dessous des 2 iPhones. Partagez l'autre partie avec votre partenaire ou moitié. Et là, la magie opère. Vous avez un fond d'écran personnalisé sans trop de chichi. C'est une application complète qui offre des photos à partager, des options de couplage et même partager des photos que vous avez prises sur le moment. Et cerise sur le gâteau, elle est totalement gratuite, donc vous n'aurez besoin de rien payer après téléchargement. On espère avoir égayé votre couple ou renforcé vos liens familiaux ou d'amitié. N'hésitez pas à partager cette astuce dans votre entourage. Prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres tutos. Ainsi s'achève ce numéro 85 de votre émission. Merci d'avoir suivi ce contenu. À la semaine prochaine pour de nouvelles éditions et de nouvelles astuces que vous allez encore plus aimer.